Bonjour et bienvenue dans Gastronomiquement Vôtre, l'émission qui décortique le contenu de vos assiettes et les coulisses des restaurants. Ah, il y a déjà Maxime qui fait le compte rendu. Bon, c'est pas grave. Meilleurs vœux à tous et à toutes. Je suis bien entouré justement de Maxime, roi du dressage de l'assiette, roi des recettes aux accords parfaits. Bonjour Maxime. Eh ben, quelle introduction, merci beaucoup. Salut tout le monde. Bonjour, de Henri, roi de la critique culinaire, roi des jeux de mots, plus ou moins, ouais, roi de la conservation et de la protection des appellations ainsi que des bonnes pratiques et des manières. Oh, ben, belle présentation, merci beaucoup. Bonjour Henri. Oui, bah c'est un cycle aussi, bien sûr, la reine des ondes et de la technique. Voilà, bon, est-ce que quelqu'un a eu la fève ? Même pas. Même pas ? Même pas. Moi, 2 fois, je suis content. Ah ouais, donc c'est toi le roi. Ouais, en même temps, c'est moi qui fais les galettes. Alors, est-ce qu'on peut commencer quand même par dire, puisque tu me lances là-dessus, que la galette, c'est la frangipane. J'ai vu des galettes aux pommes ou au chocolat, qu'est-ce que c'est que ça ? Moi, je fais ni frangipane ni pomme, moi, je fais crème d'amande. Oh bon, c'est proche. C'est ça reste de l'amande. Alors, on va quand même expliquer. Galette des rois sur une base de ce qu'on appelle le Pithiviers, je sais plus de quelle région. Pithiviers qui est pâte feuilletée, crème d'amande et crème pâtissière. Et la crème d'amande mélangée à la crème pâtissière, ça vous donne la frangipane. Et moi, je suis anti-crème pâtissière dans la galette des rois. Je fais que crème d'amande. Et pourquoi ? C'est pour baisser les coûts. Au départ, dans les années 60-70, la galette des rois, c'était que crème d'amande. Et est apparue cette frangipane pour alléger, soi-disant, la galette. D'accord, mais pas de pommes, par contre. Bah non, ça s'appelle un chausson aux pommes, sinon. Voilà. J'en ai vu, il y a des boulangers qui font ça, honte à eux. Hein. Je savais que j'allais me chauffer avec ça. Si, de la pomme est liquide, pétillante et fermentée. Oui, voilà, une petite coupette. Un petit peu de cidre avec modération. C'est pas mal. Ou du cidre. On peut aussi. Oui, galette. Ouais, alors le pire que j'ai vu, et pourtant c'était un grand chef, je ne citerai pas le nom, parce que je l'ai oublié surtout, c'est les suprêmes de chou-fleur dans la galette frangipane. Là, j'ai pas compris le concept. Ça m'a beaucoup surpris. Insupportable, là, c'est pour m'énerver. Je te jure que c'est réel. Bon, attends, tu m'as bien balancé la raclette aux huîtres, je sais plus quoi, là, il y a pas longtemps, là. Non, mais à l'eau samoile, ouais, les huîtres à l'eau samoile. Non, mais on met pas de légumes là-dedans. Déjà, il faut pas en consommer, normalement, des légumes. J'en parlerai plus tard. Mais il faut en consommer pour la santé, c'est ça que je dis. C'est que c'est bien, ça fait du bien au corps, mais... C'est pas vraiment bon. Vous aimez vraiment ça ? Oui, je suis désolé. Bon, j'aime ça aussi, désolé. Je suis navré pour toi. Non, on va te laisser t'exprimer sur ce sujet. Il n'y a pas de chou-fleur dans la galette. Ça, on est d'accord, comme base. Bon, après, il y a des trucs amusants. Dans les variantes un peu classe, j'avais vu la baisse de pâte feuilletée, dessus une baisse de pâte d'amande, la crème d'amande, de la nougatine, très peu de nougatine, mais légèrement concassé, parsemé sur la crème d'amande et ensuite pâte feuilletée. Ça, c'était plutôt cool. À la dégustation, le petit fondant, enfin voilà. Ça jouait, mais on restait autour de l'amande et ça, c'était chouette. Ouais, alors pour la recette, on donne quand même une recette où... On l'achète chez Aimé. Ou les bonnes adresses, c'est bien ça aussi. Chez Aimé, chez Mazzoni évidemment aussi. Toi, tu as des adresses de ton côté ? Je l'ai fait. Je l'ai fait. Je la mange. La Fontaine Fleurie. Voilà, c'est gentil, merci. Je voulais pas les gêner. Bon, c'est gentil. Si. Tu la proposes à la. Ça fait 2 semaines que je fais de la galette. Là, j'arrête. On va arrêter un petit peu. Ça me coûte cher en bouteille après. Oui, parce qu'on est assez con pour donner une bouteille au client qui a la fève, mais bon. Si, faut jouer le jeu. Et sinon, vous avez été gâtés pendant les fêtes ? Écoute, oui, on a été plutôt bien gâtés. Qu'est-ce qui s'est passé pendant les fêtes ? Ça remonte déjà loin, les fêtes. Des cadeaux qui tournent autour de la gastronomie ou rien à voir ? Rien à voir. Non, j'essaie de sortir un peu de ce contexte. J'ai quand même eu un livre de cuisine, moi, dans le lot, mais sur la cuisine de la mère et
Ah, sympa. Particulièrement des poissons. Ah si, j'ai dit une bêtise d'ailleurs. Mais si, sinon, t'as eu un pareil. paquet de coquillettes. Non, j'ai eu le très beau livre de mon ami Anne et Thor qui s'appelle Agrumes, le grand livre des agrumes, qui est très beau un livre, livre ça. de référence, Ah ouais. qui est un très très beau livre. J'espère qu'on pourra d'ailleurs prochainement avoir Anne au téléphone, qui est une grande chroniqueuse et écrivain de la cuisine. Et elle a fait un livre sur les agrumes que tu connais, je crois, Maxime. Ouais, donc Ouais. c'est assez encyclopédique, qui est très beau. Avec beaucoup d'agrumes qu'on connaît pas en fait. Hein, voilà. Ah oui, non, c'est affolant. Et puis des recettes, comme elle dit, alors avec un peu d'humour, je sais plus si c'est Josiane de Dunkerque ou Gisèle de Mont-de-Marsan, mais en fait c'est l'idée que la ménagère, parce qu'il y a beaucoup de recettes, vous avez remarqué, il y a beaucoup de livres où il faut quand même être un peu capé pour faire les recettes. Là c'est des belles recettes, salées, sucrées, mais qui sont vraiment accessibles techniquement, quoi. Mais qui sont quand même pas le truc trop basique, quoi. Il y a des crous d'eau, comme on dit maintenant, des carpaccio de Saint-Jacques, des choses comme ça, un peu travaillées avec des agrumes rares, mais c'est pas difficile, c'est faisable chez soi, quoi. Avec un matériel basique, il n'y a pas besoin d'être trop équipé. Ni trop talentueux, donc ça me va bien. Ça te correspond, c'est bien ça. Et qu'est-ce que vous avez mangé pendant les fêtes? Des trucs surprenants, des choses alambiquées? Alors, ni l'un ni l'autre. Enfin, surprenant peut-être en Normandie, mais alambiqué, non. Moi, j'ai une tradition dans ma famille, on mange corse pour les fêtes, et on mange notamment un des emblèmes gastronomiques de la Corse, qui est... Le saucisson d'âne. Bah, tu me demandes. Attention quand même, hein, parce que j'ai la saucisse de foie. Mais c'est exactement la saucisse de foie, figatelle. Figatelle. On a mangé ensemble en français. Et on en a mangé aussi ensemble. Mais voilà, moi j'en ai mangé avec ma famille, donc au feu de bois ou poêlé. Hein, donc c'est de la saucisse de foie de porc essentiellement. Avec un petit peu de vinaigre dessus à la fin. Juste dans du pain et c'est tout. Vraiment très très simple, mais je fais ça depuis des années avec ma famille. Un petit coup de vinaigre dessus. C'est la tradition. Mais ça peut, pourquoi pas avec du vinaigre. Ça casse l'amertume un peu du foie et c'est pas mal, je trouve. Ouais, hein, c'est rigolo. Donc voilà, c'est ça mon repas de fête. Et toi mon riton? Écoute, moi j'ai une tradition. À Noël, on mange beaucoup. Moi, j'ai une des choses que je préfère manger, c'est les fruits de mer. En plus, ça a l'avantage de ne pas se cuisiner. Donc, tu connais, hein, moins j'en fais, mieux je me porte. Donc, les fruits de mer, je trouve ça toujours magique. Je trouve que c'est quelque chose de festif. Bah oui, c'est luxueux, c'est frais. Bon, alors, j'aime pas tout ce qui se dépiote, hein, c'est trop emmerdant. Tu bouffes quoi alors? Des grosses langoustines, très belles. Des bâtons de surimi. Des très belles huîtres de chez Gilardo, par exemple. Hein. Bon, faut les ouvrir, faut les... Ah non, mais c'est fait, on les achète ouvertes. Voilà. Des très bonnes huîtres, je peux en manger 4 douzaines sans problème. Des langoustines. Des Saint-Jacques. Des Saint-Jacques, c'est pas sur les plateaux de fruits de mer. Plutôt des bulots, j'aime bien ça, moi, les bucsins. Avec une bonne mayonnaise. Qu'est-ce qu'on mange? Des vignots. Les vignots, non, c'est trop petit. Il faut aller chercher. Non. Les tourteaux, j'aimais bien avant, mais j'aime plus que les pinces maintenant. Parce que vous aimez gratter le tourteau là? Bah oui. C'est partie du plaisir, oui. Les plateaux de la rogue, les pinces de tourteau, voilà, langoustine, pinces de tourteau, huîtres, bulots principalement. Et puis ça, c'est agréable, du vin blanc. Et puis je trouve que c'est. Puis on n'est pas lourd après les fruits de mer. Tu aimes ça, toi, Michel? Ah ouais, moi j'adore ça, les fruits de mer. Alors moi, j'ai déjà mangé plus d'une bourriche d'huîtres en une semaine. Et ma chérie adore les huîtres chaudes et j'ai fait... alors pareil, j'ai volé une recette à un chef là. Ouverture des huîtres facile pour les huîtres chaudes, pochées dans l'eau bouillante pendant 30 secondes. Ou au micro-ondes. C'est génial. Ouais, pour la cuisson, ça c'est pas mal au micro-ondes. Et ça s'ouvre. Tu les fais bailler 10 secondes au micro-ondes, elles s'ouvrent. Ouais. Et après, tu achètes un beurre tout fait, tu le mets dedans. Et j'ai apprécié. Surtout pas cuisiner, surtout pas. C'est la cuisine moderne, très moderne. Non. Donc, l'astuce, plonger les huîtres directement dans l'eau bouillante, elles entrebâillent. On l'ouvre. En plus, c'est génial, ça les nettoie. Ça t'enlève toutes les petites coquilles, les impuretés, et ça les raidit un peu, on est d'accord? Ouais, légèrement. Ouais. Ça, légèrement. Et voilà, après il suffit de les décoller, mettre ce qu'on aime. Nous c'était champagne et mental râpé, tout simple, au four, voilà, c'était top. Qu'est-ce que je me suis fait? Nous on s'est fait une petite déclinaison de Saint-Jacques en plat. Saint-Jacques pané, Saint-Jacques en beignet et un petit pâté de Saint-Jacques avec tout ce qui restait, corail, et ça c'était pas mal. Avec une petite béarnaise montée à la graisse de canard, comme tu aimes. Ah, tu as fait ça alors? Ouais, ça marche très très bien, et en fait, ça fait une béarnaise beaucoup plus légère, t'avais raison, Et surtout le lendemain, on s'est fait un gros plaisir, on s'est fait une soupe VGE. Ah, très bon ça. Donc j'avais un bouillon de chapon sous la main,
avec la petite mirepoix de céleri, carottes, pré-cuite, juste blanchie légèrement, donc cuit quelques secondes. Après le mélange Picard, parce qu'il y a un mélange Picard comme ça qui est vachement bien. Ah bon, tout fait, tu balances directement dans le bol. Un mélange de garniture aromatique, carottes, céleri, oignon qui est super bien fait. Ah non, il n'y a pas d'oignon là. Il n'y a pas d'oignon. Sinon, je conseille Picard, moi c'est vraiment très bien. N'importe quoi, ça commence très très mal cette année. Dessus, un petit peu de blanc de volaille, coupé pareil en petites mirepoix, et surtout les deux ingrédients, la truffe et la tranche de foie gras, voilà, pâte feuilletée, 30 minutes au four. Voilà, c'est un plat. Dans une soupière tête de lion, là. Voilà, c'est ça. Et on casse donc la croûte pour... Voilà, on casse la croûte. Alors, une soupière tête de lion, normalement, avec le bleu, blanc, rouge. Ouais, j'ai pas les moyens. Je suis désolé, j'avais que des feutres. On a colorié vite fait sur le bord du bol. On ne l'a pas dit, mais VGE, ça n'a rien à voir avec VG, végétarien. C'est VGE, Valéry Giscard d'Estaing. Parce qu'il y a peut-être des jeunes qui nous écoutent, sait-on jamais. Et c'était une soupe que Paul Bocuse avait fait pour Valéry Giscard d'Estaing, qui est un peu comme un pastis gascon, puisqu'en fait, c'est une soupe avec du foie gras. Enfin, parce qu'on met une pâte dessus. Oui, mais un pastis gascon, c'est une pâtisserie. Alors déjà, c'est pas de la pâte feuilletée. C'est aussi salé, mon Michel. Moi, j'ai mangé des pastis au cèpe et au foie gras. Alors, j'ai vu une galette des rois à la tartiflette. Alors, si tu veux aller dans ce sens-là, c'est n'importe quoi. Le pastis gascon, ça peut être aussi quelque chose de... Non. Tais-toi, c'est une croustade, ça, monsieur. On fera un pari hors antenne. On verra. En tout cas, c'est une soupe... Bah tiens, je vais te chauffer là-dessus. Bon, alors, vas-y. T'étais bien parti sur le chou-fleur tout à l'heure. Parle-nous du brocoli. Alors, le brocoli, je n'aime pas ça. J'ai décidé de parler des légumes en mâle toute l'année parce que je trouve que... Alors, non pas que c'est... Je trouve qu'on sacralise les légumes. Alors, tu dis qu'on n'a plus d'argent, c'est pour ça. Non, je crois qu'il y a des gens qui aiment sincèrement ça. Et j'avoue que je ne comprends pas bien. Enfin, je comprends pas bien... Tu sais, à une époque, il y avait la mode du chou-fleur rôti. Alors on disait, oui, c'est formidable, on met un chou-fleur dans une rôtissoire, puis on met du cumin, des épices. Puis c'était censé être formidable par rapport à un poulet rôti. Qui peut oser dire ça? Enfin, je veux dire, quand tu passes devant une rôtissoire avec un poulet rôti, c'est quand même pas comme un chou-fleur. Non, tu manges les deux. Tu manges le poulet rôti avec un chou-fleur avec beaucoup de béchamel, en gratin. C'est comme ça que ça peut le rendre acceptable. Maxime va dire le contraire parce qu'il est cuisinier. Mais alors le brocoli, je trouve que déjà c'est un espèce d'emmerdement parce qu'on te dit toujours c'est bien pour la santé, c'est bien pour le régime. C'est quand même le truc qui fait un peu l'unanimité quand tu es au régime, c'est poulet brocoli. La consistance crue, c'est vraiment imbouffable. Pratiquement, c'est trop dur. Non, cru, du brocoli cru. Cuit, quand trop cuit, ça devient un peu de la purée. Ça sent quand même fort, non, dans la maison. C'est pas une odeur très... Il suffit de pas trop le cuire, justement. Je trouve ça d'une tristesse. Un petit peu de bicarbonate de soude, si tu veux supprimer l'odeur. Alors, faites-moi un peu rêver avec du brocoli. Là, dis-moi qu'est-ce que tu pourrais faire avec du brocoli. Moi, un velouté, tout de suite. Petit velouté de brocoli avec des petites amandes torréfiées. Ouais, il y a un truc à faire, ça. Et du lard? Oui, pourquoi pas, petites chips même. Et un peu de crème épaisse? Bah ouais, dans le velouté, tu le finis à la crème épaisse. Donc avec la crème épaisse et le lard, je dis oui. Mais... donc en fait, ça marche avec tout. T'es comme les gamins, il suffit qu'on te rajoute le ketchup et tu le manges. Maxime, du brocoli, toi qui aimes ça, le brocoli cru, on peut en faire quelque chose? Alors cru, non, c'est compliqué. Moi, Au moins le blanchir. Moi, je pense je trouve que c'est un super légume à mettre dans des pâtes. Ah ouais. Donc pareil, en sauce. Par exemple, des orecchiette. Voilà, on prend des pâtes italiennes, on forme donc de petites oreilles comme son nom l'indique. Les orecchiette, c'est avec les brocoletti. Alors c'est avec le cime di rapa, c'est avec les pousses, les pousses de brocoli sauvages. Mais les pousses de brocoli sauvages au Havre, c'est pas forcément facile à trouver, donc on peut mettre justement du brocoli. On cuit avant. C'est mieux, effectivement. Dans les pâtes, et donc avec un petit peu de piment en flocons, de parmesan, alors lié ou pas avec un peu de beurre, alors pourquoi pas de la crème si toi t'as envie de mettre de la crème partout. Non, pas de crème. Mais justement, je trouve que tu parlais de texture tout à l'heure du brocoli. Je trouve que dans un plat de pâtes, ça apporte vraiment quelque chose. Alors, on le met en petit, on le détaille assez finement, un peu comme une semoule, un peu. Alors ça non. Parce que ce qui me gêne, c'est les branches. Alors moi, mais les branches, le branchage ou les sommités, tu les coupes en 4, par exemple. Ouais. Tu fais des petits morceaux. T'as un petit flanc de brocoli pour accompagner une volaille, comme tu disais. Le flanc de brocoli, j'aime bien parce qu'il y a des œufs et de la crème aussi. Et pourquoi pas juste les poêler dans un petit fond blanc. Voilà, ça peut aussi être un plat en lui-même. Ou alors, en version peut-être un peu plus salade, mais donc cuit aussi en amont, poêlé assez fortement. Et là, on peut s'amuser, on peut faire une sauce un peu avec de la pâte de sésame, avec du piment, encore une fois, du soja, quelque chose d'un peu plus... plus oriental, on va dire. En cru, il y a peut-être une possibilité, c'est de le râper
Et ça va faire une sorte de semoule, et là tu peux le travailler comme un taboulé. Et ça, c'est pas mal, ça. C'est un petit taboulé végétal pour ceux qui n'aiment pas le blé. Comme punition, ça doit être bien, ça. Comme punition, c'est toujours. Et moi, la dernière utilisation qu'on peut en faire, c'est aussi, parce qu'on n'y pense jamais, mais c'est donc la tige. Parce qu'on parle des sommités, mais la tige aussi, alors, il suffit de bien la parer. Donc on la coupe, on fait un beau rectangle où on enlève la peau la plus dure. On peut faire une petite brunoise, donc couper en petits morceaux. Juste de l'eau salée, cuit à l'eau salée comme des coquillettes. Pas longtemps, 3-4 minutes suffisent. Et ça fait une petite garniture en plus, pareil, qu'on peut saupoudrer, que l'on peut mettre par-dessus quelque chose. Donc, un peu comme la viande, il faut tout utiliser dans le légume aussi quand c'est possible. J'ai un bon souvenir de ravioles au brocoli. Donc juste cru, poêlé, juste huile d'olive avec des petites crevettes et des pignons de pain. Et tout ça dans une raviole, ça c'était pas mal, ouais. Avec un petit jus de betterave, ouais, ça claquait bien, ça. Ouais. Tu vois, on va te donner faim. Non. Il a dit non. Le brocoli, il a dit non, c'est définitivement non. Non, mais non. Enfin, les légumes, non, on en parlera chaque fois. Le brocoli, c'est non. Sauf avec le lard et la crème. Voilà. Et dans des pâtes. Ça, je retiens des linguinés, des petits brocolis, pas trop. Une bonne crème épaisse, du lardon, ça c'est bien. Mais fais moitié pâte, moitié brocoli, t'en mangeras un peu plus. Non, alors j'avoue que dans les nouilles sautées chinoises, là par exemple, souvent il y a des petits brocolis, souvent. Avec les carottes en julienne, tout ça c'est pas mal quand même. Ouais, ça amène du croquant. Moi j'aime beaucoup. Voilà. Ouais, j'avoue, dans les ramen. Je sauve ça un peu peut-être. Je sauve ça. Bon, c'est pas mal. Je vous propose, on va se faire une petite pause musicale. J'essaie toujours de mettre en avant ces dames dans la musique, et donc on va s'écouter Monsters de Salt. Monsters
Voilà, c'était tout doux, c'est un truc, voilà, bien zen. Mais on écoute beaucoup de Salt chez Lily, voilà, je fais aussi ma petite pub. Ah, tu vois, c'est peut-être là où j'ai capté ça. C'est une artiste qu'on aime beaucoup. Ouais, Salt. Voilà, sur Westrack Radio. Henri, il y a de la nouveauté au Havre. Il y a un nouveau bar, resto. Écoute, il y a un restaurant, j'ai souvent la dent un peu dure, comme vous savez. Non. Mais je sais aussi reconnaître quand c'est bien. Et on a été avec mon comparse de droite, monsieur Maxime, chez 20 milieux sous les mers, qui a ouvert en lieu et place d'un établissement à oublier très vite, qui s'appelait Au Fur et à Mesure. Ce genre de truc où on met des cartes pour avoir de la bière. Enfin, à un moment donné, ça suffit. Il y a des barman dans des bars, il n'y a pas des cartes, on a suffisamment de cartes et de mots de passe dans la vie pour avoir des vrais barman. Donc le fur et à mesure, c'était un truc ni fait ni à faire. Ça a disparu, bon vent. Et maintenant, ça s'appelle 20 milieux sous les mers. C'est un décor un peu, comme son nom l'indique, alors on pourrait dire presque un peu kitsch. Nautilus, ouais. Un peu kitsch, mais assez cosy, donc c'est plutôt sympa. Et alors, il y a une chef qu'on aura peut-être l'occasion d'interviewer une prochaine émission, une jeune qui vient d'être nommée là-bas et qui propose une... Ah bon, d'accord, ok, t'es mieux informé que moi. Moi, je bosse. Écoute, on a fait un bon déjeuner avec Maxime, c'était bon, les propositions étaient quand même assez originales, c'était bien réalisé. Bien dressé, élégant, bien assaisonné. Chaud, bon, on peut dire que c'est un peu les basiques, mais en tout cas c'était vraiment une bonne expérience et je trouvais que c'était plutôt une adresse à recommander. Ça vient d'ouvrir. Le soir ils font des tapas, alors j'aime pas ce mot, c'est très galvaudé. Maintenant un mec te met des saucissons et des cacahuètes, il dit c'est tapas, mais là j'ai l'impression que c'est vraiment un peu mérité parce que j'ai vu l'ardoise et il y a des propositions à la fois végétariennes ou non, de viande, de poisson, qui sont bossées, quoi. Tu vois, t'as des vraies petites fritures, des choses comme ça. Des choses, voilà, des petites... en tout cas, c'est des samosas, des trucs comme ça. Enfin, c'est travaillé, c'est fait maison. Et ça, c'est le soir, avec une vraie proposition, une vraie grande carte de tapas. Si c'est aussi bien fait, et on peut le penser que c'est la même cuisinière qui fait le soir aussi, je pense que ça vaut la peine d'aller boire un verre le soir aussi, et de grignoter des assiettes. Mais en tout cas, le midi, vraiment bien. D'ailleurs, le succès a l'air d'être au rendez-vous. Alors, il y a toujours un peu l'effet d'une nouveauté. Au Havre, c'est toujours un peu, malheureusement, parfois après, ça s'essouffle. Mais en tout cas, c'est une adresse que je recommande. Et il n'y en a pas tant que ça. Donc, et c'est à côté du Black Café. On salue notre ami Laurent, le meilleur bar du Havre. Je vais me faire des ennemis. Alors, je vais amener quelques précisions. Ouais. Donc, effectivement, il y a une carte des cocktails. Il y a aussi une carte des vins. T'as fait ton boulot, toi. Mais ouais, mais je bosse. Il y a 13 pressions parce que je pense qu'ils ont dû garder le matériel du fur et à mesure. Quel jeu de mots. Même moi, j'aurais pas osé un jeu de mots pareil en plus. Et c'est ouvert 7 jours sur 7. Je trouve que ça, c'est un bel intérêt. Bien. Ça ouvre dès 9h le matin et voilà, jusqu'en fin de soirée, en continu. Donc ça, c'est pas mal, ouais. Et comme tu disais, ouais, juste à côté du volcan. Ouais, et puis un peu chaleureux. Quand, là, on était arrivé il y a quelques jours, il faisait un temps assez épouvantable comme en ce moment. Écoute, tu rentres dans une atmosphère assez cosy, assez chaleureuse. On était bien, des boiseries, des bateaux, quelque chose un peu Jules Verne justement. Et on a bien mangé. Le service était pas de professionnalisme extraordinaire, mais on va les pardonner, ils viennent d'ouvrir. Mais en tout cas, très gentil, très prévenant et voulant bien faire. Donc voilà, allez-y, 20 milieux sous les mers, et puis après, ou avant, vous allez au Black. J'ai des actions dans le Black. C'est comme la feuille de vigne. Ah, voilà. Je suis pas très loin. C'était le premier de l'année. On va les compter. Hein. On va les compter. Ouais, mais sympa, ouais. Non, moi, pas d'adresse. J'ai rien trouvé de... J'ai pas eu le temps de sortir, surtout. Quoi. T'as fait des galettes. Ouais, j'ai fait de la galette. C'est une grosse période pour les restaurants. La fin d'année, ça a été assez ouais, bah, c'était chaud. Ouais, c'était chaud. On a bien travaillé. Voilà, je suis plutôt content. Bonne réussite. Maxime, t'as dit qu'on t'avait offert un livre pour les fêtes ? Alors, on m'a offert un livre pour les fêtes. Mais c'est pas de celui-là dont tu vas nous parler. Exactement. Je vais vous parler d'un autre livre, mais un livre que j'aime beaucoup, qui est sorti il y a 5 ans maintenant, enfin 6 ans maintenant, c'était 2020, aux éditions de l'Épure, qui s'appelle L'Esprit Chapelle. Et alors, L'Esprit Chapelle, c'est un livre à propos... C'est religieux pour les cuisiniers, quasi, on peut dire, c'est une petite bible. Non, mais au-delà du jeu de mots, donc à la chapelle, chef 3 étoiles... dans les Dombes, chef mythique, et c'est en fait justement c'est ça qui m'intéresse dans ce livre, c'est que on parle d'un chef, on parle de sa personnalité, on parle évidemment de ses recettes, de son restaurant, de son histoire, mais on parle justement de son état d'esprit.
Donc c'est un très beau livre avec des photos, avec des croquis, où on voit des essais de plats, des dessins, des réflexions. Voilà, c'est un petit travail d'archive qui est super intéressant. Je l'avais prêté à Henri il y a quelques semaines, qui a apprécié sa lecture, il me semble. Absolument génial. Et puis Alain Chapelle, c'est un peu un cuisinier pour les cuisiniers. C'est-à-dire que c'est aussi grand que Bocuse, en fait, même beaucoup moins connu du grand public, mais tout cuisinier, c'est qu'Alain Chapelle est un immense... qui est d'ailleurs respecté, enfin, Robuchon, le vénéré, Ducasse, tous ces gens-là, vous leur dites Alain Chapelle, c'est une référence absolue, quoi. Exactement. Donc voilà, c'est vraiment un super livre pour découvrir qui était cet homme et voilà, qui a un peu passé sous les radars de la médiatisation, parce que bon, ça a été un des premiers. Alors, il n'était pas vraiment chef médiatique, mais voilà, il était ami avec Bocuse et avec Loiseau, avec Guérard, avec tous ces gens qui ont eu un peu plus pignon sur rue, on va dire, dans les médias. Voilà, plus discret, Alain Chapelle, aussi un chef qui était vachement proche des vignerons notamment, c'était une de ses grandes passions, et il rêvait d'ailleurs d'arrêter le 3 étoiles pendant un temps, ce qu'on apprend dans le livre, pour se lancer dans la vigne. Il voulait ouvrir un bistrot tranquille avec la cuisine du jour et puis avec ses vignes, son pinard. Donc c'est vraiment très intéressant, beaucoup de photos d'époque. Quelqu'un qui appréciait le foot, donc on le voit, voilà, qui organisait des tournois de foot avec ses équipes et les restaurants des alentours. Donc on voit des photos où on le voit avec Platini, enfin voilà, ce genre de choses. Et je voulais vous partager en fait le menu qui a été réalisé pour ses 40 ans, qui est un très très beau menu. Donc voilà, je vais vous le lire rapidement et surtout aussi vous présenter les invités qui étaient à ces 40 ans. C'est facile, il y a tous les chefs de l'époque. Tout le gratin. Il y a Bocuse, 3 gros. Michel Guérard. Roger Verger. Le père Pic. Ouais. La Meloise. Michel Roux, chef britannique. Enfin, il y a vraiment... Les plus grands noms sont là aux 40 ans d'un chef, donc ça veut quand même dire quelque chose, quoi. C'est un peu le chef préféré de vos chefs préférés. Est-ce qu'il y avait du brocoli à ce menu alors? Ça m'étonnerait fort. Je ne crois pas. En tout cas, ça m'a. J'ai pas. Non, je sais pas, quelque chose me dit qu'il n'y avait pas de brocoli là, tu vois. Non mais voilà, je vous fais rapidement. Il est pas non plus à rallonge, mais voilà. Donc à l'apéritif, il y avait des fritures de goujon, lac d'Annecy, donc on est local. Voilà. Jeunes poireaux à l'huile de truffe. Donc là, je sais pas, tu auras peut-être quelque chose à redire, Henri, mais... Non, ça va. Non, ça va, il y a de la truffe, donc ça passe. Ouais. Rouelle de langouste bretonne à la vapeur de verveine, au girolles et chicorée. Ça, c'est beau, la rouelle de langouste bretonne, oui. Ça, sûrement, moi, le plat que je préfère du menu, c'est le foie de lotte au vinaigre et petit ragoût de bête nouvelle. Donc bête ou blette, hein, c'est la même chose. Poule faisane à la crème et au chicon, poêlée de champignons des bois. C'est quand même quelqu'un qui a été formé chez Fernand Point, hein, donc qui est encore... Alors, le chicon, c'est les endives dans le Nord, hein. Ce sont les endives. Petit pâté chaud de la Pro de Garenne, son beurre, salade de roquette, reine des glaces, feuilles de chêne et chapon. Et on passe au fromage et au dessert. Saint-Marcelin, alors fromage au pluriel, Saint-Marcelin, vieux gruyère, reblochon, civaux. Et enfin une glace crème de noisette, pêche de vigne, brioche parisienne grillée, fruits rouges, bugne, mignardise. Ouais, c'est bien. Et le tout arrosé de Chambertin, Musigny, Château d'Yquem, Chambol, etc. Oui, c'est bien. Ouais, c'est joli. On savait vivre voilà. peu quand même à l'époque. Et pour terminer sur Alain Chapelle, donc il est connu pour 2 choses. Alors sa tarte aux pralines roses, c'est lui qui a un peu popularisé cette recette. Vraiment, c'était évidemment aussi un maître du salé. Et une phrase, d'ailleurs, qui est le titre de son seul et unique livre, qui est « La cuisine, c'est beaucoup plus que des recettes ». Joli. J'aime bien. Qui est un adage, je trouve, assez joli, assez intéressant. Et vous retrouvez évidemment donc les menus, les photos, mais aussi, pour le coup, des recettes à la fin du livre. Donc, je rappelle le titre, L'Esprit Chapelle, édition de l'Épure. Ça, c'est une 30aine d'euros, donc voilà, c'est quand même C'est un très beau livre, et c'est pas un livre de cuisine habituel, c'est un livre qui fait découvrir à la Chapelle vraiment son univers, et c'est passionnant. Je peux en attester. J'ai une question, Maxime. Où peut-on trouver cet ouvrage? Est-ce que par hasard, une librairie à Paris? Alors, une librairie à Paris, effectivement, je te vois venir, oui, donc la librairie gourmande, hein, qui est vraiment une superbe adresse parisienne où vous allez trouver donc tous les livres de cuisine qui sortent, évidemment, que vous trouvez déjà partout, mais aussi des livres en anglais, en allemand, en espagnol, en italien, des livres un peu oubliés. C'est vraiment
La librairie qui est spécialisée dans la nourriture, la cuisine, la boulangerie, la pâtisserie. Les chefs, l'histoire de la cuisine, pas uniquement des livres de recettes. C'est une librairie gourmande, comme une librairie érotique finalement, mais pour les... Exactement. Il y a peut-être la cuisine érotique. Oui, sans doute. La cuisine aphrodisiaque, on en avait parlé de la cuisine aphrodisiaque, tu te souviens? Ouais, c'est bien. Il y a des ponts entre les deux mondes, effectivement. Donc, oui, la librairie gourmande à Paris. Donc, sur le site, on peut commander évidemment plein de références qui peuvent être livrées chez vous. Après, pour rester local, le site de La Galerne fonctionne très bien aussi. Oui. Donc, non, mais en plus, ils sont regroupés entre librairies. Tout à fait. On peut commander un livre d'une librairie à l'autre. Ça marche très très bien. Mais là, effectivement, celui-là, faut le commander si jamais vous désirez vous le procurer, parce que il est plus trop en rayon. Je pense qu'il était non plus édité à beaucoup d'exemplaires. Donc. Oui, Henri. Oui, dis-moi. Et Viva Italia. Oui, eh ben écoute, quelle transition. T'as vu, cache comme ça. Non, il n'y a pas de transition. Non, sans transition. Sans transition. Oui, je voulais, rassurez-vous les auditeurs et auditrices, c'est ma dernière intervention pour aujourd'hui. Peut-être pas. Pour aujourd'hui. Ah si, quand même, je voulais aussi parler, on en parlera une prochaine fois, l'hygiénisme. Maintenant, vous avez entendu, s'il y a plus, il faut modérer le vin, il faut carrément, dès le premier verre, vous êtes en danger de mort. Ah ben, on va en parler après. Tu vas voir. Je suis remonté comme un coucou avec ça, parce que c'est insupportable. On est en train de voilà, bref, Dry January, non. Bon, ça, peu importe. Mais ce que je veux dire, c'est que le discours a changé d'un discours de modération où le vin reste quelque chose de très important en France à carrément, moi je vois des jeunes nanas qui te disent non, dès le premier vin, vous êtes en danger de mort. Enfin, bon, je trouve que c'est absolument délétère cet hygiénisme et je suis très remonté. Donc tu en parleras. Je vais parler de l'Italie. Vous avez vu qu'en décembre dernier, la cuisine italienne est passée au patrimoine immatériel mondial de l'UNESCO, comme la cuisine française un petit peu quelques années avant. Alors deux choses, ça me permet d'avoir une pensée très émue et j'en ai parlé à Flavie, sa veuve que j'aime beaucoup et que je salue. Ça me permet de penser à mon ami qui a disparu, Pasquale Guaracino, qui était chez Al Dente, les vrais s'en souviennent. Il y a encore quelques années, et qui avait fait de cet endroit une table où je trouve que tous les amateurs de cuisine italienne aimaient. Moi, j'ai des souvenirs magnifiques avec lui, à la fois de cuisine et d'amitié, et c'est quelqu'un que je tiens dont je tenais à honorer la mémoire et son humanité et son rire communicatif et son énergie de travail que je ne peux qu'admirer puisque je ne la partage pas. C'était une bête. Il pouvait renvoyer 80 pizzas tout seul. Je me souviens une fois, son pizzaiolo n'était pas là. Il faisait le service. Il y avait 120 couverts et il y avait ensuite 70 pizzas en plus. Une sorte de machine, un peu comme toi, Michel, un vrai bosseur. Et donc. Tu me surestimes. Non, je sais quand tu te donnes la peine. Si tu rouvrais le dimanche soir, ça vas-y, passons 7 jours sur 7, ça serait bien pour tout le monde. Enfin bref, donc amitié à toi, Pasquale. Et puis la cuisine italienne, pour peut-être redire quelque chose qu'on a déjà évoqué ici, et avec Maxime, avec toi, c'est qu'il est important de dire que encore plus que la cuisine française, les régions, ça existe en France, mais c'est une cuisine qui est un peu plus structurée. On a du jacobinisme en France, on a la cour, on a Paris, on a Versailles, et on a donc des cuisines qui se sont un peu moins diversifiées et autonomisées. La cuisine italienne, c'est la cuisine de la Vénétie, du Latium, de la Lombardie, de l'Émilie-Romagne. Tout ça n'a absolument strictement rien à voir. Mais quand on dit strictement rien à voir, dans le Piémont, on a du beurre, de la moelle de bœuf. Dans les Pouilles, on a de l'huile d'olive. On a la cucina povera. Des brocolis. Des brocoletti. En fait, on a une cuisine qui est la cuisine sicilienne aussi. C'est beaucoup de cuisine de la mer. Celle de Venise est très importante aussi. Les risottos qui viennent de la plaine du Pô, c'est la cuisine de Lombardie. Milan. L'Émilie-Romagne avec Bologne, avec les tortellini et les choses. C'est un peu le cœur, l'Émilie-Romagne. En tout cas, la mortadelle. Toutes ces régions ont vraiment des autonomies et des styles très différents. Et c'est un peu ça aussi, je finis là-dessus, c'est un peu ça aussi que plus qu'une cuisine italienne, c'est un peu cette diversité de cuisine régionale italienne et aussi le geste et les produits qui sont rentrés dans le patrimoine de l'UNESCO, l'huile d'olive, tous les produits qu'on connaît et qui font de cette cuisine, de cette tradition, quelque chose d'important. Alors je vais dans ton sens, et moi je vais même parler de l'influence italienne, de la cuisine italienne dans le monde et dans l'histoire, parce que depuis les Romains, je vais citer quelques produits, mais on leur doit la confiture, le nougat, on leur doit les dragées, on leur doit les huîtres, et ça c'est au niveau européen et au niveau international moderne. Maintenant, tu trouves des pizzas dans les quatre coins du monde, tu trouves,
l'influence italienne, les pâtes fraîches, les ravioles, on trouve ça partout, quoi. Hein. C'est pas uniquement que aujourd'hui. Il faut préciser que c'est la cuisine italienne qui a été classée au patrimoine immatériel de l'UNESCO, parce que du point de vue français, nous, c'est le menu français qui a été classé. L'art de recevoir plutôt. Hein. L'art de recevoir et le menu, quoi. C'est décliné potage, hors d'œuvre, vraiment toute la déclinaison, nomenclature du menu français. C'est pour ça que le trou normand est classé au patrimoine du coup, parce qu'il est intégré au menu français. Alors qu'en Italie, comme peut-être certains le savent, notamment quand on dit la cuisine italienne, en France, souvent, on fait pas les choses comme il faut. C'est-à-dire qu'on met par exemple une escalope milanaise avec des pâtes, ce qui est une hérésie là-bas. Hein. Il y a antipasti, c'est les entrées, c'est ce qu'on mange avant, et après c'est primo piatto. En général, c'est soit une viande en primo ou une pâte, je parle sous le contrôle de Maxime. Sans garniture. Et en fait, ce sont deux services différents, et on n'associe pas des pâtes avec une viande. Je parle sous ton contrôle. Sauf le risotto, je crois, avec le sambuco milanese, qui peut se servir avec le risotto bianco, il me semble, mais c'est une exception normalement. Alors, t'as de la viande par définition dans le risotto milanais, parce que c'est de la moelle. Oui. Donc, et c'est un risotto safrané. Mais effectivement, oui, la pâte est un plat en lui-même. Autonome, il n'est pas une garniture comme chez nous. Exactement. C'est pour ça que j'arrive encore à surprendre les gens quand je remets des pâtes en entrée, mais bon, j'y arrive. On arrive à éduquer les gens quand même au fur et à mesure. J'ai une pensée pour mon ami Arnaud, que je salue aussi, qui à l'époque, à la Lucciola, je me souviendrai toujours, il prenait une entrecôte et comme légume d'accompagnement, le serveur lui demandait, il disait, je vais prendre des carbonara. Ça faisait le... Ça m'étonne pas. Non, mais j'en connais pas comme ça. Je l'avoue, ça remplaçait avantageusement les haricots verts. Il y a une époque où je faisais ça aussi, c'est le mal absolu. Et maintenant, si vous le permettez, un petit coup de gueule. Mais c'est de la merde! Je vais te rejoindre parce que tu parlais d'hygiénisme. J'ai vu je me suis documenté parce que j'ai vu un médecin qui râlait sur le détox. Parce qu'il expliquait clairement que le détox, ça n'existe pas. En gros, on vous fait ingurgiter des décoctions, mais j'ai appris ça, hein. Pour moi, je me disais, par une infusion, ainsi de suite, le lendemain de fête, c'est pas si mal. Et il débunk tout ça, et il explique surtout que, par exemple, éviter le paracétamol les jours de gueule de bois, parce qu'il n'y a rien de pire pour détériorer le foie et ça sert à rien du tout en final. Que le fait d'ingurgiter des matières grasses avant, oui, ça peut créer un phénomène de protection, mais c'est vraiment très léger. En fait, on risque de faire plus de mal que de bien. Tout le sucre, éviter tout le sucre les lendemains de ripaille. Je parle pas non seulement ça peut relever, hein, c'est quand on a trop mangé. Il y a un moment, faut y aller cool. Faut quand même consommer. Faut pas se dire tiens, je veux faire un jeûne, c'est encore pire. On traumatise l'organisme complètement. Et en fait, le seul ingrédient qui peut vous sauver, l'eau, c'est l'eau. Voilà. Et de façon raisonnable et normale, ça sert à rien de boire un litre d'eau cul sec. Là, on va faire travailler l'estomac et le foie pour rien. Parce qu'on peut mourir de boire trop d'eau. Ça ne m'arrivera jamais, mais c'est possible. Ça t'arrivera jamais. Seul. Quand on boit trop d'eau, il y a des gens qui sont morts de ça, des paris à la con, parce qu'au bout d'un moment, on dissout totalement le sang et les sels minéraux, le sel dans le sang, et on meurt. Si on boit 8 litres d'eau d'un coup, comme ça, comme un con, on meurt. C'est quand même con de mourir d'eau, hein, franchement. Ouais, ça m'embêterait aussi. Ouais. Et donc, ton hygiénisme, le vin rouge, tout ça. Non, moi, je trouve que le discours, si tu veux, qui me gêne, c'est qu'on est passé, encore une fois, comme je disais, d'un discours qui est celui de prendre pour les gens pour des adultes responsables, et donc de modérer. Et moi, je suis pas très pour ce dry January, c'est-à-dire si c'est pour dire on se prive pendant un mois et puis après on recommence à fond. Voilà, je pense que si on est un peu raisonnable, on sait bien qu'on va pas nier les problèmes, non seulement les problèmes sur la santé, mais même les problèmes sur la vie sociale et la vie publique. Enfin, je veux dire, les bagarres, les violences conjugales, etc. C'est un vrai fléau. Donc, il ne s'agit pas d'encenser l'alcool. Je suis d'ailleurs assez content que ça devienne de plus en plus possible d'aller à un apéro sans boire d'alcool, sans essuyer les colibés, oh, tu nous emmerdes, etc. C'est quand même... Voilà, aujourd'hui, ça c'est un peu plus passé dans les mœurs. Parce qu'il y a encore 10 ans, essayer d'aller dans un bar sans boire un coup, il fallait lutter. Moi, je disais que j'avais une cirrhose, comme ça j'étais tranquille, mais sinon on n'en sortait jamais. Aujourd'hui, c'est plus possible de ne pas boire, et tant mieux, c'est bien. Mais il y a toujours un système de balance et d'inverse, où là, on a maintenant des docteurs à la morale et des censeurs qui nous expliquent que
un verre est absolument délétère, dangereux, consommé en danger. Et c'est ça que je n'aime pas, parce que le vin, notamment, alors je ne parle pas des alcools forts, et encore il y a beaucoup d'alcools forts très nobles, mais le vin fait quand même partie en France, non seulement d'une histoire, d'une tradition, de la littérature, des arts. Il y a une filière très importante, il y a des vignerons qui en ce moment sont en souffrance. Il y a le plaisir, je trouve, du goût, c'est-à-dire on peut accorder les vins avec les plats. Enfin, c'est pas de la vodka Red Bull, quoi, quand on parle d'un vin d'un Saint-Nicolas de Bourgueil ou un Châteauneuf-du-Pape ou un Jurançon. Et je trouve que dire attention, c'est 0, 0, 0, sinon vous allez mourir, c'est un discours totalitaire qui me révolte et qui me choque profondément, quoi. Donc, buvez modérément, faire des pauses, c'est bien aussi. Si vous aimez pas ça, vous forcez pas, mais nous faire passer pour être... On est des êtres humains, quoi. On n'est pas simplement à maintenir nos paramètres de survie en état, il faudrait alors protéines, glucides, c'est pas ça, l'être humain. On est des êtres de drame, on est des êtres de chair, de sang, on sait qu'on va mourir, on a parfois besoin de lâcher un peu les chevaux, on a besoin de tout ça, et nous réduire à des paramètres en disant attention, l'éthanol, même 1 microgramme, tu te mets en danger, ton foie tu vas mourir. C'est un discours pour moi totalitaire, et je dis le mot clairement. Donc l'hygiénisme est un totalitarisme moderne, et je le déplore fortement. Donc buvez modérément, faites-vous plaisir, levez le coude de temps en temps, et puis... J'approuve, je vais dans ton sens. Maxime, à ce qui paraît, il y a une entreprise qui va fermer, qui fabrique. C'est Silpat. Oui, alors Silpat, comme on est dans le coup de gueule. Oui, c'est triste, parce que c'est une entreprise française. Donc Silpat, c'est le modèle, ce sont des tapis, merci, de cuisson, beaucoup utilisés en pâtisserie notamment, mais pas que. Mais qui sont utilisés dans les restaurants du monde entier. Ils sont en quelle matière d'ailleurs ? En silicone. Silicone, hein. Lavable, réutilisable. Voilà, tous les cuisiniers ont... Non, j'en ai pas. J'en ai pas. Enfin, c'est très très utilisé. C'est comme si. Alors, on va donner des exemples, mais souvent sur les réseaux sociaux, on voit des tuiles super fines. C'est souvent posé sur ce genre de matériaux. La nougatine, c'est souvent travaillé sur le Silpat aussi. Ça n'adhère les pas. Meringues, voilà, ça n'adhère pas. Ça remplace le papier cuisson, sauf qu'on jette. Le papier cuisson, on le jette. Voilà, là c'est réutilisable et puis. Et c'est souple, ça permet de découler. Exactement. Il y a une texture qui permet justement de décoller des choses très très fines, très fragiles. Eh bien, donc c'est un produit français qui ne se vendra plus, parce que l'entreprise est en liquidation judiciaire depuis, ça va faire quelques jours là, donc c'est vraiment tout récent. Donc voilà, c'est quand même c'était plus pour le clin d'œil, mais voilà, c'est un gros produit français qui se meurt parce que trop cher à produire. Donc là, c'est la fin du truc, c'est-à-dire que moi je parle d'hygiénisme d'un problème grave et on nous en bassine avec un tapis en silicone qui va disparaître. Non, mais franchement, là, je comprends plus rien là. Non, mais est-ce que derrière ce sont des emplois, ce sont plein de choses. Oui, non, mais bien sûr. Des emplois. Attends, je peux plus dire de conneries maintenant, ça y est. Si, ça va. T'as le droit. Non mais voilà, donc si demain le Creuset ou Staub arrêtait de produire des cocottes, on en serait, je pense... À l'armée, ouais, non. À l'armée, voilà, donc voilà, c'est encore un savoir-faire français là qui disparaît. Donc les dernières commandes vont être honorées, mais voilà, c'est... Surtout que je trouve que de Balzac, dans le matériel, c'est quand même quelque chose qu'on voit souvent. Ça y est, il revient en force. Il suffit qu'on l'autorise. Voilà. Merci. Merci, on en avait besoin. Moi, pour finir sur une petite pointe fun, une petite recette que j'ai testée lundi midi. Et franchement, sympa, tout simple, un ingrédient. Je peux pas faire mieux. Et justement, alors, j'étais sur du Flexipan. J'étais pas sur du Silpat, mais... Donc c'est d'ailleurs la même maison. Ah, c'est la même maison. Ouais. Ouais, non, là par contre, là donc, tu... Pareil, ouais. donc Flexipan, terminé. Ah ouais, non, là ça me déplaire, parce que les petits moules en Flexipan, les moules à cannelé, les demi-sphères... Flexipan, cucu. On va te la faire avaler, la cloche, ça va être autre chose, là. Faudra un vrai bip de censure maintenant. Il va falloir investir. Bon, et donc, recette toute simple, on sépare les blancs des jaunes. Voilà, des œufs, tout simple. Des œufs, c'est des œufs nuages. Les œufs nuages, c'était. Et je vais rectifier la recette parce qu'au niveau de la cuisson, c'était pas du tout ça. On monte les blancs en neige.
on les assaisonne à son goût, on met la moitié dans le moule Flexipan, donc l'idéal c'est les demi-sphères, on met le jaune cru, on recouvre de blanc en neige, parce que j'ai bien précisé un seul ingrédient. Alors bien sûr, le moule, matière grasse pour éviter que ça adhère. Bombe à graisse. Oui, moi je le fais méthode brutale, bombe à graisse, mais sinon beurré, on peut de l'huile, enfin, du lait, ouais. Ou du lait. Et normalement la recette disait 5 minutes à 180 degrés, il faut au moins 10-15 minutes à 180 degrés pour avoir une cuisson vraiment sympa, ou alors vous avez un four beaucoup plus performant que le mien, mais voilà, tout simple, et ça te fait vraiment la petite boule, un petit nuage, et quand tu casses, et surtout tu as toujours le jaune qui est bien coulant, qui est liquide, donc mouillette, voilà, faire c'est joli, mouillette ça. sur le côté, et ouais, à déguster, c'est franchement sympa, quoi. Ça pas toujours mieux que cette connerie d'œuf parfait, mais on en reparlera. On en reparlera aussi. Voilà, autre chose, messieurs ? Non, écoute, cette première émission me c'est semble pas mal, très bien. On est une chaud, petite là. mise en jambe, c'était sympa. Merci beaucoup. Voilà, c'était Gastronomiquement Vôtre sur Westrack Radio. Vous pouvez retrouver le podcast de cette émission sur toutes les plateformes, sur toutes les box, et comme disait Joël Robuchon, et bon appétit, bien sûr.